C'est du boulot. C'est du boulot, 3 mules. Je m'appelle Rinkerbuck, je suis journaliste. J'ai grandi dans un haras. J'avais toujours rêvé de parcourir la piste de l'Oregon dans un chariot bâché. Un jour, j'ai lu que ça faisait 100 ans que personne n'avait plus remonté la piste de l'Oregon en chariot bâché. Je me suis renseigné et tout le monde m'a dit « C'est impossible, il n'y a plus que des voies express ». Mais moi, il suffit qu'on me dise « C'est impossible » pour que je fonce. Allez hop! Dans les années 1840 débute une des plus grandes migrations de l'histoire de l'humanité. À l'époque, la moitié des États-Unis est déjà colonisée et les terres cultivables se font rares. Plus de 400 000 chariots bâchés vont traverser le désert du Grand Bassin vers les terres fertiles de la côte ouest. Après 1500 km, la piste se divise, les chercheurs d'or vont vers le sud et les fermiers continuent vers le nord sur la piste de l'Oregon. Certains pionniers indécis se sont arrêtés en chemin. C'est le cas à Soda Springs, dans l'Idaho. Tout doux. Je m'appelle Kevin Andrews, je vis et je travaille ici au Ranch Andrews, sur la piste de l'Oregon, dans l'Idaho. Je m'appelle Ken Andrews, j'habite au Ranch Andrews. Je m'appelle Jim Andrews. Je vis au Ranch Andrews. C'est le ranch de nos parents. On y vit et on y travaille depuis toujours. Je m'appelle Tonya Andrews Fuller. Je suis l'aînée des 8 enfants de Ken et Colleen. Je suis revenue vivre ici il y a 3 ans avec ma famille. Mon arrière-grand-père était un pionnier mormon. Il a quitté le Midwest, l'Illinois plus exactement, pour aller s'installer dans l'Utah, parce que les Mormons avaient pour mission d'y faire fleurir le désert comme une rose. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le sud de l'Idaho, où nous sommes, c'est le prolongement de l'Utah. C'est dur à dire parce que je porte pas mon chapeau, mais je suis un vrai cow-boy. Mais le meilleur cow-boy, c'est mon oncle Jim. On n'a pas besoin d'enseigner à nos gamins le goût de l'effort. Le travail est une nécessité et ça leur vient naturellement. Ça leur sera utile pour affronter la vie. Ici, avant, c'était aride et moche. Pour les pionniers, l'Oregon, c'était la terre promise. Ici, on est à mi-chemin. C'est montagneux, escarpé. Les hivers sont rudes. Il y a de la neige, du verglas. Les étés sont courts. Pour moi, la vraie vie de pionnier, c'est ici, pas en Oregon. En 1852, les promoteurs avaient les mêmes méthodes qu'aujourd'hui. Ils disaient « Venez dans l'Oregon, les cochons sont gros comme des vaches. Les oignons sont gros comme des melons. » Et ça marchait. Bon, ok, la terre y était fertile, mais pour l'atteindre, il fallait traverser plus de 3000 km de désert.
Mon frère est un excellent meneur d'attelage, alors je l'ai enrôlé. Mais ce qu'on a fait n'a rien à voir avec de la nostalgie. La route pour l'Oregon est devenue la route 30, aucun problème, on remontera la piste. C'est ça qui me plaisait. Cette piste, c'est un monument vivant à la gloire des pionniers. Ce n'est pas un musée poussiéreux avec 2 ornières fossilisées dans le sol. C'est devenu une ligne de chemin de fer et une route. Tout le monde a l'image de 2 ornières qui filaient tout droit vers l'ouest. En réalité, c'était un gigantesque enchevêtrement de pistes. Et les convois passaient de l'une à l'autre. Petit à petit, les pionniers trouvent des raccourcis. Des années plus tard, le chemin de fer empruntera le même itinéraire. Un village, né le long de la voie, va devenir la principale gare de l'Idaho. Shoshone tire son nom de la tribu indienne qui vivait dans la région. Mais aujourd'hui, les trains ne s'y arrêtent plus. Quand j'étais petite, il n'y avait pas de barrière ici. Il y avait constamment un convoi sur les rails qui avançait tout doucement. On se faufilait dessous pour traverser, avec notre vélo au besoin, pour arriver à l'heure à l'école. Je m'appelle Devita Dilly Weitzel et j'ai grandi ici, à Shoshone. Nous sommes sur Main Street, la rue la plus large de tous les États-Unis. Je m'appelle Lee Kelly. J'habite à Shoshone depuis 1941 et je m'y plais assez. J'ai roulé ma bosse dans tous les États-Unis, mais je suis revenu. Faut dire que j'ai pas assez d'argent pour partir. C'est une Ford A de 1929. 495 $ à l'achat. Ah, on s'amuse bien ensemble. Ça manque un peu d'activité sur Main Street. Il y a eu jusqu'à 7 bars à Shoshone. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un. Mon père était coiffeur pour hommes, son salon était là. C'est devenu un institut de beauté. La population a changé. Il y a beaucoup d'hispaniques maintenant. Ce sont des gens très bien. Mais ce n'est plus pareil. À sa grande époque, et bien avant l'invention du réfrigérateur, Shoshone est le seul endroit à la ronde où l'on peut déguster une bière bien fraîche, grâce à une merveille de la nature à quelques encablures de la ville. Je m'appelle Fred Cheshlik. Ma famille tient la grotte de glace de Shoshone depuis 60 ans et moi depuis 30. Je suis un vrai renard du désert, enfin des hauts plateaux. On est à 1400 mètres. La grotte de glace a 20 000 ans. Au début du 19e siècle, on remontait les blocs de glace à la surface et on les transportait jusqu'à Shoshone pour approvisionner les 23 saloons de Main Street. C'est assez énigmatique en plein désert, ce tunnel de lave rempli de 20 000 tonnes de glace. On a fait du patin à glace plus d'une fois dans la grotte. J'ai des photos de ma cousine en train de patiner ici. Il y a 6 mètres d'épaisseur. C'est solide comme le roc. Une petite danse de la glace. La route 30 relie l'Idaho à l'Oregon en suivant le tracé originel de la piste.
Le trajet n'a pas toujours été aussi aisé. Avec leurs chariots, les pionniers couvrent à peine 15 km par jour. Sans carte ni point de référence, ils sont obligés de suivre les cours d'eau. Doucement, Becky, tout doux, tout doux. Voici les ornières creusées par les chariots de la piste de l'Oregon. Les bœufs et les mules labouraient la piste, les roues s'enfonçaient profondément parce que les chargements étaient lourds. Vous êtes bénévole? Oui, je suis guide depuis plus de 40 ans. Ma femme dit que je suis le seul papy de 68 ans à me déguiser encore. Dans la prairie, surtout dans le Nebraska, le sol est très sablonneux. Ça fatiguait les mules. Alors ils allégeaient les chariots en jetant toutes sortes d'objets. Pour trouver l'Oregon, il suffisait de suivre les débris. Exact. Les pionniers arrivaient de Virtue Flats, derrière nous, et traversaient la plaine en direction des Blue Mountains. Les sommets étaient enneigés même l'été. Et là, ils se disaient, « Eh ben, on n'est pas au bout de nos peines. L'ascension va être rude. » La Baker Valley est la première oasis de verdure après de nombreuses semaines dans le désert. Mais la plupart des pionniers continuent leur périple vers l'ouest. Il faudra qu'on y découvre de l'or 20 ans plus tard pour qu'une ville surgisse le long de la piste, Baker City. En arrivant, on a descendu Main Street avec nos mules. C'est le résultat de 4 mois de persévérance. Nos roues et nos essieux ont cassé, on a dû surmonter de nombreuses galères. Baker City était le but de notre voyage. C'est très émouvant de revenir ici et voir cette ville. Cela prouve qu'on a réussi. Inlassablement, les pionniers poursuivent leur chemin. Pendant 4 mois, ils ont affronté la chaleur du désert et le choléra, et beaucoup d'entre eux y ont laissé la vie. Ils doivent maintenant relever le défi le plus périlleux du voyage, descendre le Columbia, un des fleuves les plus impétueux du pays. Les explorateurs américains, Lewis et Clark, ont été les premiers à découvrir que le fleuve Columbia menait directement à la terre promise. Cette découverte les a rendus célèbres. Pourtant, ils étaient loin d'être les premiers à emprunter le fleuve. Aujourd'hui, le Columbia marque la frontière entre l'Oregon et l'État de Washington. Quand les premiers pionniers sont arrivés en terre Camilpa, ils ont été accueillis avec amitié, aidés et nourris, parce qu'ils étaient pauvres, affamés et dépenaillés. Notre peuple les a aidés. Qu'est-ce que vous avez fabriqué avec ça? Il est cassé. Merci. Je m'appelle Bronsko Jim Jr. Mon nom indien est Yum Chichum. Nous sommes à Wallawitis, ou Mary Hill, dans l'État de Washington. Je m'appelle Mary Schlick. Je suis assise sur la pelouse du musée Mary Hill. Dans les livres, on raconte que Lewis et Clark ont ouvert la piste en abattant des arbres. Mais c'était en fait de vieux sentiers indiens. On a voulu montrer ce qu'il y avait ici avant l'arrivée de Lewis et Clark. Mary Schlick a organisé une exposition sur l'histoire et la culture des Indiens qui vivaient le long du fleuve Columbia. Pendant la colonisation de l'Ouest, des milliers d'Indiens ont été déplacés vers des réserves. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quelques-uns à vivre dans la région.
Nous sommes les Wanapema, le peuple du fleuve. Nous ne vivons pas dans la réserve. Nous nous y sommes toujours refusés parce que ce n'est pas ce que notre Créateur a prévu pour nous. Le peuple du fleuve doit vivre sur le fleuve. Dès leur arrivée, les pionniers considèrent la forêt comme une source de revenus. Dans la première moitié du XXe siècle, plus de 200 scieries voient le jour. Comme beaucoup d'autres, la ville de Klickitat, dans l'État de Washington, s'est développée autour de sa scierie. Je suis arrivée ici à 11 ans avec mes parents. Mon père travaillait à la scierie. J'y ai travaillé pendant 25 ans. Je suis né à Klickitat, juste derrière, en 1927. J'ai bossé 25 ans à la scierie. Ma femme et moi avons quitté Portland il y a 15 ans. Je suis arrivée ici en 1935. J'étais jeune mariée. Je suis tombée amoureuse de Klickitat. Salut, je m'étais assoupi. C'est le privilège des vieux, et je suis vieux. Quand la scierie a ouvert, ça a attiré du monde. Je suis la 4e génération de ma famille à y avoir travaillé. J'ai travaillé 35 ans à la scierie, jusqu'à ce qu'elle mette la clé sous la porte. Mon boulot, c'était de charger les camions et les wagons, de faire partir le bois de Klickitat. J'en ai vu passer des planches de bois. J'ai bossé un été à la scierie. Je m'occupais de la maintenance. Je triais les planches. Nous formions une petite communauté. La scierie fournissait l'électricité, l'eau, elle s'occupait du tout à l'égout, du ramassage des ordures. Toute notre vie était ici. Dans les années 60, l'industrie du bois commence à péricliter. La protection de la faune n'est pas étrangère à ce déclin. La chouette tachetée du Nord est déclarée espèce menacée et l'abattage des forêts, qui constitue son habitat, est interdit, ce qui signe l'arrêt de mort de nombreuses scieries. Si vous voulez mon avis, le bon Dieu a donné des ailes aux oiseaux pour une bonne raison. S'ils n'arrivent pas à survivre ici, ils peuvent partir d'un coup d'aile vivre ailleurs. Ils n'ont pas besoin d'être protégés. Aujourd'hui, la chouette effraie colonise l'habitat de la chouette tachetée et tue ses petits. Elle fait plus de dégâts que les bûcherons.